15 mars 44, avant J. C. Le théâtre de Pompée. L'homme le plus puissant de Rome pénètre dans une réunion du Sénat. 23 coups de poignard plus tard, la République romaine meurt avec lui. Ce n'est pas un assassinat, c'est l'explosion de 500 ans d'histoire. Car le meurtre de Jules César n'est pas qu'un drame antique. C'est le point de bascule où la République devient empire, où les idéaux rencontrent les dagues, où 60 sénateurs commettent le meurtre politique le plus célèbre de l'histoire humaine et détruisent accidentellement tout ce qu'ils essaient de sauver. Vous marcherez dans les rues mêmes que César a parcourues ce matin-là. Vous rencontrerez Marcus Junius Brutus, l'homme que l'histoire retient comme le traître ultime qui pensait sauver Rome. Caius Cassius Longinus, l'architecte qui a organisé la conspiration. Decimus Junius Brutus, l'ami de confiance de César qui l'a attiré vers sa mort. Vous découvrirez pourquoi ils l'ont tué dans un théâtre et non dans la curie. Pourquoi les conspirateurs ont laissé Marc-Antoine vivre, leur erreur fatale. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi ce jour unique de 44 avant GMC façonne encore le fonctionnement du pouvoir aujourd'hui, en commençant par l'homme qu'ils ont assassiné. Si vous appréciez des recherches historiques approfondies comme celle-ci, abonnez-vous. Cela soutient des scripts basés sur des sources primaires. Commentez d'où vous regardez. Maintenant, entrons dans Rome. Caius Julius César. Né versant avant J. dans la pauvreté patricienne, non noble, pas d'argent, en 44 avant J. C. Il est dictateur perpétuo, dictateur à vie. Ce titre n'existait pas avant février 44 avant J. C. Le Sénat l'a créé spécifiquement pour lui, sans précédent, dangereux. Nécessaire, disaient certains, après des décennies de guerre civile. D'autres voyaient les choses différemment. Ils voyaient un roi sans couronne. La République romaine fonctionnait sur un principe. Aucun homme seul ne détient le pouvoir suprême. 2 consuls élus annuellement. Surveillance du Sénat, frein, contre-pouvoir, mandat limité. Ce système a survécu 5 siècles. César l'a brisé en 5 ans. 58 à 50 avant J. C. Il conquiert la Gaule. La France moderne, la Belgique, des parties de l'Allemagne, de la Suisse. Il écrit sa propre propagande dans Commentaires sur la guerre des Gaules. Brillant commandant militaire, politicien impitoyable. Il revient à Rome avec des légions endurcies par la bataille et un problème de popularité. Le peuple l'aime, le Sénat le craint. 49 avant J6. Le Sénat, dirigé par Pompée le Grand, ordonne à César de dissoudre son armée. César refuse. Il franchit le Rubicon avec la 13e Légion. Alea iacta et les dés sont jetés. Guerre civile. 4 ans de guerre. César gagne. Pompée meurt en Égypte. 48 avant J. C. En 46 avant J. C. César est nommé dictateur pour 10 ans. En février 44 avant J. C. À vie. Voici ce que cela signifiait en pratique. César contrôlait toutes les nominations militaires, tous les gouvernorats provinciaux. Il pouvait promulguer des lois sans l'approbation du Sénat. Il nommait les sénateurs. Le corps qui était censé contrôler son pouvoir était désormais rempli de ses partisans. Il a mis son visage sur les pièces de monnaie de son vivant, ce qui était réservé aux dieux et aux héros morts. Il s'asseyait sur une chaise dorée au Sénat. Il portait une toge pourpre, symbole royaux. Et selon Plutarque et Suétone, il se préparait à accepter le titre de roi pour les provinces hors d'Italie. Peut-être même pour Rome elle-même. Le Sénat se réunissait toujours, débattait toujours. Mais tout le monde connaissait la vérité. La République était une mise en scène. César était l'État. Certains Romains s'en réjouissaient. Ordre après le chaos. Construction de routes. Réforme des calendriers. Notre juillet est nommé en l'honneur de Jules. Allègement des dettes. Terre pour les vétérans. Mais d'autres, surtout la vieille aristocratie, y voyaient de la tyrannie. Et la tyrannie, dans la philosophie politique romaine, avait un remède. La dague. Maintenant, la curie de Pompée. C'est important. L'histoire populaire situe l'assassinat de César dans la curie. La curie Julia ou la curie Hostilia. Faux. Toutes les sources antiques, Plutarque, Suétone, Cassius Dion, Appien, le situent dans la curie de Pompée, partie du complexe du théâtre de Pompée. Pourquoi ? La curie traditionnelle était en reconstruction. César lui-même en construisait une nouvelle, la curie Julia. Ironie, il mourait dans un espace de réunion temporaire à l'intérieur d'un théâtre, construit par son ancien allié et futur ennemi, Pompée le Grand, le théâtre de Pompée. Achevé en 55 avant J. C., premier théâtre en pierre permanent à Rome, massif, pouvant accueillir entre 11 000 et 40 000 spectateurs, selon la source antique à laquelle vous vous fiez. Derrière la scène du théâtre, un grand portique, jardin, une salle de réunion. Cette salle de réunion, la curie de Pompée,
et l'endroit où le Sénat s'est réuni le 15 mars 44 avant J. C. L'emplacement n'était pas aléatoire, c'était stratégique. Loin de la principale base de pouvoir de César. Espace clos. Point d'entrée contrôlé. Les conspirateurs l'ont choisi avec soin. Le complexe du théâtre de Pompée existe toujours, partiellement. La Rome moderne a construit par-dessus. Le Largo di Torre Argentina, une zone archéologique en contrebas dans le centre de Rome, contient 4 ruines de temples romains et les vestiges de la curie de Pompée. Vous pouvez le voir aujourd'hui. L'endroit exact où César s'est vidé de son sang se trouve sous le niveau de la rue moderne, entouré de ruines, et surtout d'une colonie de chats errants. Les travaux archéologiques tout au long des XXe et XXIe siècles ont cartographié le complexe. Les reconstructions numériques récentes montrent les relations spatiales, le portique où les sénateurs se rassemblaient, la curie où ils se réunissaient, la statue de Pompée, le rival mort de César qui a assisté au meurtre. 14 mars, 44 avant J. C. La nuit d'avant. Calpurnia, l'épouse de César, fait des cauchemars. Plus tard que décrit qu'elle rêve qu'elle tient le corps assassiné de César. Suétone ajoute des détails. Elle rêve que le fronton de leur maison s'effondre. Elle supplie César de ne pas aller à la réunion du Sénat. César hésite. Il ne se sent pas bien. Il est épileptique. Les sources antiques le confirment. Et a peut-être eu une crise récemment. Il envisage de rester à la maison. Puis, Decimus Junius Brutus arrive. Decimus, l'un des commandants les plus fiables de César. Il a combattu à ses côtés en Gaule. César l'a nommé héritier secondaire dans son testament. Decimus dit à César que le Sénat attend. Il prévoit de lui offrir des honneurs, peut-être la couronne pour les provinces hors d'Italie. Si César ne vient pas, il les insultera. César accepte. Il y ira. Decimus vient de le conduire à sa mort. Matin du 15 mars. César quitte sa maison. Un professeur de grec nommé Artémidore de Cnide s'approche. Il a eu connaissance de la conspiration. Il a écrit les noms sur un rouleau. Il essaie de le remettre à César. La foule est trop dense. César prend le rouleau mais ne le lit pas. Il est entouré de partisans, de pétitionnaires, de sénateurs. Le rouleau reste dans sa main, non lu. Plus tard, après l'assassinat, quelqu'un le trouve sur le sol du Sénat. Le nom de chaque conspirateur y était inscrit. César s'est dirigé vers son meurtre portant les preuves qui auraient pu le sauver. César entre dans le complexe du théâtre de Pompée, traverse le portique, s'approche de la curie. Les conspirateurs attendent. 60 à 70 hommes, disent les sources antiques. Tous ne frapperont pas. Beaucoup sont là pour une couverture politique, mais le groupe principal, 20 à 25 hommes, ont des poignards cachés dans leur toge. Marcus Junius Brutus, Caius Cassius Longinus, Decimus Junius Brutus, Caius Trebonius, Tullius Cimber, Servilius Casca. D'autres, ils ont planifié cela pendant des semaines, peut-être des mois. Cassius est l'organisateur. Brutus est le symbole. Son ancêtre, Lucius Junius Brutus, a fondé la République en renversant le dernier roi romain, en 509 avant J. C. Avoir un Brutus tuant un tyran est poétique, stratégique. Cela légitime l'acte. César prend place, chaise dorée, au centre de la pièce. Les conspirateurs l'entourent. Tullius Cimber s'approche. Il demande à César de rappeler son frère exilé. César refuse. Cimber attrape la toge de César, la lui retire des épaules, le signale. Servilius Casca frappe le premier. Un coup de revers au cou ou à l'épaule. César tourne, attrape le bras de Casca, le poignarde avec son stylet, un instrument d'écriture en métal, crie en latin. Casca, scélérat, que fais-tu ? Casca appelle à l'aide en grec. Frère, à l'aide. Les autres se rapprochent. 23 coups de poignard. Suétone est précis. 23. Ils viennent de tous les côtés. Frénétiques, chaotiques. Certains conspirateurs se poignardent accidentellement dans la confusion. Brutus frappe. Les sources antiques divergent sur l'endroit. Suétone dit à l'aine, Plutarque ne précise pas. La célèbre phrase « Es-tu, brute ?» n'est probablement jamais arrivée. Shakespeare l'a inventée. Suétone affirme que les derniers mots de César étaient en grec. « Kaisou, teknon » Toi aussi, enfant. Plutarque dit que César a tiré sa toge sur sa tête et n'a rien dit. Ou peut-être « À Dieu ne plaise ». La vérité est perdue. Ce qui est certain, César arrête de se battre. Il s'effondre au pied de la statue de Pompée. L'homme qui a conquis la Gaule, qui a traversé le Rubicon, qui est devenu dictateur à vie, meurt sur le sol du Sénat, sous l'image de son rival mort. Il a 55 ans, peut-être 56. Les sources antiques divergent sur son année de naissance exacte. Les conspirateurs se tiennent au-dessus du corps. Ils sont couverts de sang, une partie du sang de César, une partie du leur de s'être poignardé accidentellement. Ils s'attendent à une célébration.
des acclamations, le peuple de Rome se levant pour les remercier d'avoir sauvé la République. Au lieu de cela, silence, puis panique. Les sénateurs fuient, les conspirateurs sortent dans le portique, poignards levés, criant « Liberté !» Et la tyrannie est morte. La foule se disperse, personne n'acclame, personne ne les rejoint. Ils traversent Rome jusqu'au Capitole, continuant d'appeler à la liberté. Toujours, personne ne les rejoint. À la tombée de la nuit, ils sont barricadés sur la colline, réalisant qu'ils ont fait une erreur de calcul catastrophique. Ils ont tué le tyran. Ils ont oublié que le tyran était aimé. 3 hommes ont vu César mourir et n'ont rien fait. L'un d'eux a scellé le destin de la conspiration. Son nom ? Marcus Antonius. Marc Antoine, co-consul de César, son maître de cavalerie, son allié vivant le plus puissant, et la plus grande erreur des conspirateurs. Voici ce qu'ils n'ont pas fait. Caius Trebonius, l'un des principaux conspirateurs, avait une seule mission ce matin-là, garder Marc-Antoine hors de la curie, loin de César. Trebonius a intercepté Antoine dans le portique du théâtre de Pompée, a entamé une conversation, l'a retenu là. Pendant que 20 pas plus loin, César était poignardé. Antoine n'a rien entendu, n'a rien vu. Quand les sénateurs ont commencé à fuir, Trebonius lui a dit ce qui s'était passé. Antoine a couru, pas pour aider César, César était déjà mort, Antoine a couru chez lui. S'est barricadé à l'intérieur. Il supposait qu'il était le prochain. Il ne l'était pas. Les conspirateurs n'avaient jamais prévu de le tuer. Brutus s'y était opposé. Cicéron, absent de l'assassinat mais informé de la conspiration, s'y était opposé. Leur raisonnement, tuer César était un tyrannicide. Justifié, nécessaire, tuer Antoine aurait été un meurtre. Cela les aurait fait passer pour des assassins avides de pouvoir au lieu de libérateurs. Ils voulaient paraître nobles, principiels, défenseurs de la République. Alors, ils ont laissé vivre le 2e homme, le plus puissant de Rome. Erreur de calcul catastrophique. Car Marc-Antoine n'était pas seulement l'allié de César, il était le co-consul de César. Il avait l'impérium, l'autorité de commandement légale. Il contrôlait des troupes. Et contrairement aux conspirateurs, qui ont passé la nuit du 15 mars barricadés sur la colline du Capitole à se demander pourquoi personne n'acclamait, Antoine a passé cette nuit à planifier. Dès l'aube du 16 mars, il avait récupéré le testament de César auprès des Vestales. Il avait rencontré Lépide, le maître de cavalerie de César, commandant de la seule légion stationnée près de Rome. Et il avait envoyé un message aux conspirateurs. Une réunion, le Sénat, temple de Tellus, 17 mars, 2 jours après l'assassinat. La réunion a eu lieu. Cicéron était là, Brutus, Cassius, Antoine, Lépide, des dizaines de sénateurs. La question sur la table, et maintenant. Les conspirateurs voulaient l'amnistie. Protection légale. Un décret déclarant leur acte justifié. Antoine a proposé un compromis. Amnistie pour les conspirateurs, mais aussi, et c'est là qu'il les a surpassés, tous les honneurs pour César. Ses actes en tant que dictateur resteraient valides. Ses nominations seraient maintenues. Son testament serait exécuté. Et il recevrait des funérailles publiques. Les conspirateurs ont accepté. Ils pensaient avoir gagné. L'amnistie signifiait la sécurité. Ils pouvaient retourner chez eux, reprendre leur vie. Ils n'ont pas vu le piège. 20 mars, les funérailles de César, le forum. Antoine a prononcé l'éloge funèbre. Plutarque et Appien le décrivent tous deux. Antoine se tenait sur la rostre, la tribune des orateurs. Le corps de César sur un bûcher en dessous. Et Antoine a parlé. Il a lu le testament de César. César a laissé 300 sesterces à chaque citoyen romain. Il a laissé ses jardins privés de l'autre côté du Tibre au public. Il a nommé Caius Octavius, son neveu par alliance de 18 ans, comme son principal héritier et fils adoptif. Puis Antoine a montré la toge de César, trempée de sang, déchirée. Il a pointé chaque déchirure, les a comptées, 23. Il n'a pas nommé les conspirateurs. Il n'en avait pas besoin. La foule a compris. Émeute, immédiate. Les plébéiens, le peuple de Rome, ont saisi des meubles dans les maisons voisines, ont attisé le bûcher, ont brûlé le corps de César au forum. Puis ils ont pris des torches, ont marché vers les maisons des conspirateurs, ont tenté de les incendier. Les conspirateurs ont fui. Encore, de retour sur la colline du Capitole, puis hors de Rome complètement, Brutus en Crète, Cassius en Syrie, Décimus en Gaule cisalpine. 5 jours après les funérailles de César, tous les principaux conspirateurs avaient quitté la ville. Ils avaient tué le dictateur, et avaient perdu Rome de toute façon. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient mal compris ce que César était devenu. Ils pensaient qu'il était un tyran, un roi sans couronne. Éliminez-le, pensait-il, et la République reviendrait. Automatiquement, naturellement, comme une blessure qui guérit. Ils avaient tort. César n'était pas la maladie, il était le symptôme. La République romaine mourait depuis des décennies.
depuis les frères Gracques en -133 avant JC, depuis les guerres civiles de Marius et Sylla dans les années 80 avant JC, C, depuis les campagnes orientales de Pompée dans les années 60 avant JC, C. Les institutions de la République, conçues pour une cité-État, ne pouvaient pas gouverner un empire s'étendant de l'Espagne à la Syrie. César n'a pas brisé la République. Il a juste rendu son effondrement évident. Et le peuple le savait. Les plébéiens ne voulaient pas le retour de la République. Ils voulaient la stabilité, du pain, de la terre. César leur avait donné cela. Les conspirateurs n'offraient rien. Juste des idéaux abstraits de liberté et d'autorité sénatoriale, des idéaux qui ne signifiaient rien pour un vétéran sans terre ou un travailleur urbain sans emploi. Alors quand Antoine a retourné la foule contre les conspirateurs, il ne les manipulait pas. Il canalisait ce qu'il ressentait déjà. La mort de César n'était pas une libération, c'était le chaos. Et Rome détestait le chaos plus qu'elle ne détestait les rois. Mais Antoine n'était pas le seul à comprendre cela. De l'autre côté de la Méditerranée, à Apollonie, l'actuelle Albanie, un étudiant de 18 ans a appris la nouvelle de la mort de César, et a appris qu'il était désormais le fils adoptif de César, son nom, Gaius Octavius. L'histoire le connaîtra sous le nom d'Auguste, le premier empereur romain. Et son ascension commence par une seule décision, retourner à Rome, réclamer l'héritage, et détruire tous ceux qui ont tué son père. Octavien avait toutes les raisons de rester à l'écart. 18 ans. Aucune expérience militaire, aucune base politique, aucune armée, juste un nom, le nom de César, et en avril, -44 avant J-C. Ce nom était dangereux. Les conspirateurs contrôlaient Rome. Brutus et Cassius avaient des légions. Marc-Antoine avait les vétérans de César. Octavien n'avait rien. Sa mère Atia le supplia de ne pas y aller. Son beau-père, Lucius Marcius Philippus, un ancien consul, lui dit de refuser l'héritage. Trop risqué, trop jeune. Reste à Apollonie. Reste en sécurité. Reste en vie. Octavien les ignora. Il débarqua à Brundisium, l'actuelle Brindisi, à la mi-avril, sud de l'Italie, colonie de vétérans de César. Et les vétérans se souvenaient, pas d'Octavien. Ils n'avaient jamais entendu parler de lui. Mais ils se souvenaient du testament de César. 300 sesterces à chaque citoyen. Des jardins de l'autre côté du Tibre. Et cet adolescent était maintenant le fils de César. Légalement. Officiellement. Gaius Julius César Octavianus. Il prit ce nom immédiatement. Coup de génie. Car à Rome, les noms avaient du poids. La lignée comptait. Et César n'était plus seulement un nom. C'était une marque, une promesse. Vengeance. En mai, Octavien atteignit Rome. Marc-Antoine refusa de le rencontrer. Antoine contrôlait les biens de César, le trésor, la caisse de guerre, 700 millions de sesterces, environ un huitième du revenu annuel total de Rome. Antoine ne partageait pas. Il voyait Octavien comme un enfant jouant à la politique. Lui dit de rentrer chez lui, d'oublier l'héritage, de laisser le gouvernement aux adultes. Octavien refusa. Il emprunta de l'argent, vendit des biens, paya lui-même le legs de César, 300 sesterces par citoyen, de sa propre poche. Se ruina pour honorer le testament de César. Les plébéiens remarquèrent. Antoine avait promis, Octavien a livré. Puis Octavien fit quelque chose d'inédit. Il leva une armée, privément, 2 légions, payées avec de l'argent emprunté et des promesses, recrutées parmi les vétérans de César en Campanie, des hommes qui avaient combattu en Gaule, qui avaient traversé le Rubicon, qui aimait César et détestait ses meurtriers. Cicéron, l'homme d'État chevronné, le plus grand orateur de la République, regarda cela et vit une opportunité. Un adolescent avec une armée, fidèle à la mémoire de César, hostile à Antoine, Cicéron pensait pouvoir le contrôler, l'utiliser contre Antoine, puis le jeter. Cicéron écrivit à son ami Atticus en décembre -44 avant J. C. Le garçon doit être loué, honoré et écarté. Soulevé, utilisé, éliminé, Cicéron s'est trompé. Tout le monde s'est trompé sur Octavien, car l'étudiant de 18 ans d'Apollonie comprenait la politique romaine mieux que des sénateurs 2 fois plus âgés que lui. Il comprenait ce que les conspirateurs avaient manqué, ce qu'Antoine avait sous-estimé. Le pouvoir à Rome ne venait plus du Sénat, il venait des légions, et de la loyauté, et de la volonté d'utiliser la violence quand c'était nécessaire. Octavien avait les 3, -43 avant J. C. Le Sénat, manipulé par Cicéron, envoya Octavien et les consuls Hirtius et Pansa contre Antoine. La bataille de Mutina, 14 et 21 avril. 2 engagements. Antoine perdit, se retira vers le nord. Mais les 2 consuls moururent. Hirtius, tué au combat. Pansa des suites de ses blessures peu après. Mort commode.
Certaines sources antiques, Cassius Dion, Suétone, suggèrent qu'Octavien les a organisées. Aucune preuve, juste des soupçons. Ce qui est certain, en mai-43 avant J, en C, Octavien commandait 3 légions, les 2 qu'il avait levées en privé, plus les armées consulaires. Il avait 19 ans, et la 3e plus grande force militaire de Rome lui répondait. Le Sénat paniqua. Ils avaient créé un monstre, tentèrent de dépouiller Octavien de son commandement, transférer ses légions à Brutus et Cassius, les conspirateurs qui gouvernaient les provinces orientales. Octavien marcha sur Rome, en -43 avant JS. C. Occupa la ville. Força le Sénat à l'élire consul. 19 ans. Le consulat exigeait un âge minimum de 42 ans. Octavien s'en fichait. Il avait 8 légions devant les portes de Rome. Le Sénat vota à l'unanimité. Puis le revirement. Novembre, -43 avant J+. Octavien rencontra Antoine et Lépide. Une conférence de 3 jours près de Bononia, l'actuelle Bologne. Ils formèrent le second triumvirat. Officiel, légal. La Lex Titia, votée par le Sénat sous pression militaire, leur accorda des mandats de 5 ans en tant que triumvir pour le rétablissement de la République. Pouvoir absolu. Divisé en 3. Et leur premier acte, les proscriptions, liste de proscriptions. Nom affiché au forum. Ennemi de l'État. À tuer à vue, bien confisqué. Pas de procès, pas d'appel. Le premier triumvirat, César, Pompée, Crassus, avait été une alliance privée, non officielle. Le second triumvirat était un meurtre sanctionné par l'État, et les listes étaient longues. 300 sénateurs, 2000 chevaliers. Le nom de Cicéron apparut sur l'insistance d'Antoine. Octavien objecta, faiblement, pour la forme, puis accepta. Le 7 décembre, -43 avant J, Cicéron s'enfuit de Rome, arriva jusqu'à sa villa à Formiae. Les soldats d'Antoine le capturèrent, centurion Herénius, tribun Popilius Lénas. Ils lui coupèrent la tête, coupèrent ses mains, les mains qui avaient écrit les Philippiques, les discours qui dénonçaient Antoine. Les apportèrent à Rome. La femme d'Antoine, Fulvia, aurait poignardé la langue de Cicéron avec son épingle à cheveux. Vengeance pour les mots qu'il avait prononcés. L'homme qui pensait pouvoir utiliser et écarter Octavien mourut le premier. -42 avant J, c'est Brutus et Cassius contrôlaient l'Est, Macédoine, Syrie, Asie mineure, armées massives, 17 légions entre eux. Ils avaient passé 2 ans à renforcer leur puissance, taxant les provinces, recrutant des soldats. Ils représentaient la République, le Sénat en exil, les conspirateurs qui avaient tué un tyran. Octavien et Antoine représentaient César, le triumvirat, le nouvel ordre. Ils se rencontrèrent à Philippe, nord de la Grèce, 23 octobre et 16 novembre. 2 batailles. 3 semaines d'intervalle. Première bataille. Match nul tactique. Brutus a vaincu les forces d'Octavien, les a mises en déroute. Octavien n'était même pas présent. Les sources antiques disent qu'il était malade, peut-être une autre crise. Mais Antoine a écrasé l'aile de Cassius. Cassius, pensant que tout était perdu, s'est suicidé. Ne savait pas que Brutus avait gagné sur l'autre flanc. Mauvaise communication. Fatale. Deuxième bataille, décisive. Les forces d'Antoine et d'Octavien ont brisé les lignes de Brutus. 14 000 soldats de Brutus sont morts. Brutus s'est enfui, s'est suicidé cette nuit-là, s'est jeté sur son propre glaive, tenu par son ami Strabon. Dernier mot, selon Plutarque. Certes, vertu misérable, tu n'étais qu'un nom, et pourtant je t'adorais comme réel. Mais maintenant, il semble, tu n'étais qu'un esclave de la fortune. La République est morte à Philippe, pas symboliquement, littéralement. Tous les principaux conspirateurs étaient aux morts. Brutus, Cassius, Decimus, capturés et exécutés en -43 avant J. C. Trebonius, tué en Asie mineure, -43 avant J.C. Tillius Cimber, mort à Philippe. Servilius Casca, suicide après Philippe. Les hommes qui avaient tué César pour sauver la République l'ont détruite à la place, parce qu'ils ont créé les conditions qui ont rendu le triumvirat nécessaire, ont rendu Octavien possible, ont rendu l'Empire inévitable. Et Octavien a appris, a regardé, a calculé. Il avait vu ce qui était arrivé à César. Trop de pouvoir, trop vite, trop évident. Il avait vu ce qui était arrivé aux conspirateurs, idéaux nobles, pas de stratégie pratique. Il avait vu ce qui était arrivé à Cicéron, a essayé de manipuler tout le monde, a été tué par l'homme qu'il avait sous-estimé. Octavien ne ferait aucune de ces erreurs. Il prendrait le pouvoir lentement, prudemment, cacherait la monarchie derrière des formes républicaines. S'appellerait premier citoyen, princeps, pas dictateur, pas roi. Régnerait absolument tout en prétendant restaurer la République.
Cela prendrait 14 années supplémentaires, une autre guerre civile contre Antoine, la bataille d'Actium, moins 31 avant J. C. Mais en moins 27 avant Julius C., Octavien, maintenant Auguste, contrôlerait tout. Et Rome ne réaliserait même pas que la République était partie avant qu'il ne soit trop tard pour la récupérer. Tout cela à cause de ce qui s'est passé le 15 mars, moins 44 avant J. C., quand 60 sénateurs ont tué un homme et ont accidentellement créé un empereur. Les Ides de Mars n'ont pas seulement tué César. Elles ont tué l'idée que Rome pouvait revenir en arrière. Car pendant qu'Octavien construisait un empire, quelque chose d'autre se passait. Quelque chose que les conspirateurs n'avaient jamais anticipé. Le monde romain regardait, apprenait. Et ce qu'ils ont appris allait remodeler le pouvoir politique pendant 2000 ans. Chaque assassinat crée un modèle, un manuel. Et le 15 mars, moins 44 avant Jalom C., a écrit les règles que chaque conspiration, chaque coup d'État, chaque meurtre politique suivrait. Règle numéro 1. Tuez le chef, mais ayez un plan pour ce qui vient ensuite. Les conspirateurs n'avaient pas de plan. Ils pensaient que supprimer César était le plan. Ils avaient tort. En quelques heures, ils avaient perdu le contrôle. En quelques jours, ils avaient perdu Rome. En 2 ans, ils avaient tout perdu. Parce qu'ils ont oublié la deuxième règle, contrôler le récit immédiatement. Marc-Antoine a compris cela. Les funérailles n'étaient pas du chagrin. C'était du théâtre, stratégique, calculé. Il n'avait pas besoin de nommer les conspirateurs, il a juste montré la toge. 23 larmes, 23 blessures. Laissa la foule faire le lien. C'est de la propagande, pas de l'information, de l'émotion. Et l'émotion se déplace plus vite que les faits. Toujours, toujours. Le Sénat romain s'est réuni 4 jours après les funérailles de César, le 24 mars, moins 44 avant J. C., temple de Tellus. Endroit différent. La curie de Pompée était toujours une scène de crime. Du sang sur le sol. Les sénateurs ne pouvaient pas s'y réunir, ne voulaient pas s'y réunir. Trop récent, trop cru. Alors ils se sont réunis à Tellus, déesse de la terre, de la stabilité, de la fertilité. Choix symbolique. Ils essayaient de signaler la continuité, l'ordre, les affaires courantes. Mais rien n'était plus courant. L'ordre du jour de la réunion. Ratifier le compromis négocié par Antoine. Amnistie pour les conspirateurs. Honneur pour César. Ses actes restent valables. Son testament exécuté. Tout le monde vote oui. Unanimité. Mais voici ce qui ne figure pas dans les sources antiques. Voici ce que Plutarque et Appien ne soulignent pas. Le Sénat vient de voter pour rendre la dictature de César permanente. Pas César lui-même. Il est à mort. Mais ses lois, ses nominations, ses réformes. Tout reste. Ce qui signifie que la République qu'ils pensaient sauver en le tuant, déjà partie. Ils l'ont juste officialisé. Et les conspirateurs ont accepté cela. Brutus, Cassius. Ils ont voté pour, parce qu'ils pensaient que l'amnistie signifiait la survie. Ils pensaient de pouvoir rentrer chez eux, reprendre leur poste, servir comme préteurs et gouverneurs comme si de rien n'était. Ils ont fondamentalement mal compris la politique romaine. Parce que la politique romaine ne concernait plus les lois. Elle concernait la loyauté. Et ils venaient de tuer l'homme que la moitié de Rome aimait. Voici le détail qui montre à quelle vitesse les choses se sont effondrées. Decimus Junius Brutus, le commandant de confiance de César, l'homme qui l'a attiré à sa mort, était censé prendre son poste de gouverneur de la Gaule cisalpine, nord de l'Italie. César l'avait nommé avant sa mort. Le Sénat l'avait confirmé lors de la réunion du 24 mars, légale, officielle. Decimus quitta Rome en avril, se dirigea vers le nord, arriva à Mutina, l'actuelle Modène, et découvrit que les légions de la province ne lui obéiraient pas. Il savait qu'il avait tué César, il se fichait des nominations sénatoriales, il se souciait de la vengeance. En novembre 44 avant Jae, C. Decimus était assiégé à Mutina. En avril 43 avant Jegux, C. Il fuyait vers le nord, tentant de rejoindre Brutus et Cassius. Il n'y parvint pas, capturé par un chef gaulois nommé Camillus, exécuté sur ordre d'Antoine. Sa tête envoyée à Antoine à Rome, l'un des commandants les plus loyaux de César, nommé dans son testament, mort moins d'1 an après l'assassinat, parce qu'il avait choisi le mauvais camp de l'histoire. C'est le schéma. Chaque conspirateur resté en Italie est mort dans les 18 mois. Chaque conspirateur qui a fui vers l'Est a survécu 2 ans, jusqu'à Philippe. L'assassinat n'a pas sauvé la République, il a accéléré son effondrement, parce qu'il a prouvé que les institutions de la République étaient dénuées de sens. Le Sénat ne pouvait pas protéger ses propres membres, ne pouvait pas faire appliquer ses propres décisions, ne pouvait pas gouverner. Le pouvoir appartenait à quiconque contrôlait les légions, et les légions suivaient le nom de César, même après la mort de César.
Octave l'a compris mieux que quiconque. Il ne s'est jamais appelé dictateur, n'a jamais revendiqué les titres de César, juste son nom, Gaius Julius César Octavianus. Et ce nom commandait la loyauté, pas l'autorité légale, l'autorité émotionnelle. Les vétérans ne se battaient pas pour Octave parce qu'il était consul, ils se battaient parce qu'il était le fils de César, adopté, légal. Mais plus que cela, symbolique. Il représentait la continuité, la vengeance, la justice pour l'homme qu'ils avaient suivi à travers la Gaule, à travers le Rubicon, à travers la guerre civile. Et voici où les Ides de Mars deviennent une leçon de pouvoir politique toujours pertinente aujourd'hui. Les conspirateurs pensaient défendre la République. Ils se croyaient des héros, des libérateurs. L'ancêtre de Brutus avait renversé le dernier roi. Brutus renverserait le nouveau, poétique, noble, complètement déconnecté de la réalité, parce que la République qu'il défendait n'existait plus. C'était un souvenir, une performance. César ne l'avait pas détruite. Il avait juste arrêté de faire semblant qu'elle était réelle. La République romaine est morte lentement, sur des décennies. Les frères Gracques ont tenté de la réformer en 133 avant C, assassiné par le Sénat. Caius Marius et Lucius Cornelius Sulla se sont battus dans des guerres civiles pour elle dans les années 80 avant JC. Pompée le Grand l'a mise à mal dans les années 60 avant JC César a juste porté le coup de grâce. Et les conspirateurs, en le tuant, ont assuré qu'il n'y avait pas de retour en arrière, parce qu'ils ont créé un martyr. Et les martyrs sont plus puissants que les hommes vivants. Octave a construit un empire sur le cadavre de son père, littéralement. Chaque discours, chaque loi, chaque campagne militaire, tout justifié par la vengeance de César. Les proscriptions du second triumvirat, 300 sénateurs, 2000 chevaliers assassinés, tout au nom de César. La bataille de Philippe, 17 légions détruites, tout pour César. Et quand Octave a finalement pris le pouvoir seul en 27 avant C, il ne s'est pas appelé roi, ne s'est pas appelé dictateur, s'est appelé Auguste, premier citoyen, princeps, l'homme qui a restauré la République, sauf que la République avait disparu. Et tout le monde le savait, il ne pouvait simplement pas l'admettre, parce que Octave avait fait de la destruction de la République sa restauration. C'est ça le génie, c'est ça que les conspirateurs n'ont jamais compris. Le pouvoir ne vient pas des institutions, il vient de la perception. Et Octave contrôlait la perception. Il était l'héritier de César, le vengeur de César, l'héritage de César. Et au moment où quelqu'un a réalisé qu'il était devenu César, plus puissant que César ne l'avait jamais été, il était trop tard pour l'arrêter. La République est morte le 15 mars 44 avant J. C. L'Empire est né le même jour. Il a juste fallu 43 ans à Rome pour s'en rendre compte. 2000 ans. C'est le temps que les Ides de Mars enseignent la même leçon. Et presque personne ne l'apprend. Parce que la leçon ne concerne pas César. Elle concerne ce qui se passe après César. Elle concerne l'espace entre l'assassinat et l'Empire. Cet écart de 43 ans où Rome pensait avoir encore le choix. Promenez-vous à Rome aujourd'hui. Le Largo di Torre Argentina, 4 ruines de temples, des chats errants partout, des touristes prenant des photos. Et sous tout cela, la curie de Pompée. L'endroit exact. Les archéologues l'ont cartographié. Les reconstructions numériques montrent la pièce, le portique, la statue de Pompée. Vous pouvez vous tenir là où César est mort. Mais voici ce que les reconstructions montrent aussi. Le théâtre de Pompée n'était pas seulement une scène de meurtre, c'était une déclaration politique. Les conspirateurs l'ont choisi délibérément, pas la curie, pas le forum, un théâtre, construit par Pompée, l'ancien allié de César, son rival, sa victime. Le symbolisme compte à Rome, toujours. Mary Beard, professeure de lettres classiques à Cambridge, en a parlé dans son livre de 2015, The Ides of March. Elle soutient que l'emplacement n'était pas seulement pratique, il était théâtral. Les conspirateurs mettaient en scène une performance, le tyrannicide comme spectacle public. Ils voulaient des témoins, ils voulaient que l'acte soit visible, mémorable. Ils ont réussi. 2000 ans plus tard, nous en parlons encore, mais pas de la manière dont ils l'avaient prévu. Parce que la performance a eu la mauvaise fin. Voici le détail qui hante les historiens modernes. La conspiration n'a pas eu de suite, pas d'acte 2. Ils ont tué César dans un théâtre et ont oublié d'écrire le reste de la pièce. Brutus et Cassius pensèrent que l'assassinat était le climax. Il ne l'était pas. C'était l'incident déclencheur. Tout ce qui comptait s'est passé après. Et ils n'avaient pas de scénario pour cela. Pas de plan. Pas de stratégie. Juste l'hypothèse que supprimer César restaurerait automatiquement la République. Comme arracher une mauvaise herbe et s'attendre à ce que le jardin se répare tout seul. Ça n'a pas marché comme ça. Parce que Rome, en 44 avant J, un C n'était pas un jardin.
C'était un incendie de forêt. Et César n'était pas le feu, il était la coupe-feu, ce qui contenait le chaos. Supprimez-le, et le feu se propage, ce qui est exactement ce qui s'est passé. En 5 ans, Rome a sombré à nouveau dans la guerre civile. Les proscriptions du second triumvirat ont tué plus de sénateurs que César jamais ne l'avait fait. 300 sénateurs, 2000 chevaliers. La très aristocratie que les conspirateurs prétendaient protéger, morte. Parce qu'ils ont supprimé le dictateur sans supprimer les conditions qui avaient créé le dictateur. C'est le schéma. L'assassinat ne résout pas les problèmes structurels. Il les expose. Les institutions de la République romaine ne pouvaient pas gouverner un empire, ne pouvaient pas gérer des généraux rivaux avec des armées privées, ne pouvaient pas distribuer de terres aux vétérans, ne pouvaient pas nourrir 1 million de personnes à Rome. La dictature de César était une réponse à ces échecs, pas leur cause. Les conspirateurs ont tué la réponse et ont laissé les échecs intacts. Donc les échecs ont produit un autre dictateur, puis un autre, jusqu'à ce qu'Octave comprenne comment rendre la dictature permanente en prétendant que ce n'était pas une dictature. Auguste a régné 41 ans, mort paisiblement dans son lit à l'âge de 75 ans. 14, après J, C. Cause naturelle. Ses dernières paroles, selon Suétone, étaient adressées à ses amis. « Ai-je bien joué mon rôle ? Alors applaudissez en sortant » Métaphore théâtrale, délibérée, parce qu'Auguste comprenait ce que les conspirateurs ne comprenaient pas. La politique est une performance, le pouvoir est une perception. Et si vous contrôlez l'histoire, vous contrôlez tout. Il a passé 4 décennies à dire à Rome qu'il avait restauré la République. Il ne l'avait pas fait, il l'avait enterré, mais il a fait de l'enterrement une résurrection. Et Rome l'a cru, ou a fait semblant. Ce qui revient au même, les Ides de Mars ont créé l'Empire romain, pas en tuant César. En prouvant que tuer César ne changeait rien, les conspirateurs pensaient défendre la République. Ils démontraient son insignifiance, parce que la République est morte quand elle a cessé de pouvoir résoudre des problèmes, quand elle est devenue une performance au lieu d'un gouvernement. César l'a juste rendu évident, et Octave l'a rendu permanent. La leçon, les institutions ne meurent pas de manière spectaculaire, elles meurent lentement, et évidées de l'intérieur. Et au moment où quelqu'un s'en rend compte, il est trop tard pour les sauver. On ne peut que décider de ce qui les remplace. 15 mars, 44 avant J. C. 23 coups de poignard. 500 ans d'histoire saignant sur le sol d'un Sénat. Les conspirateurs pensaient écrire une fin. Ils écrivaient un début. Et chaque assassinat politique depuis a suivi le même scénario. Supprimer le leader, perdre le contrôle de l'après. Voire quelque chose de pire, prendre le pouvoir. Parce que le problème n'a jamais été César, c'était Rome. Et Rome n'est pas morte aux Ides de Mars, elle a juste arrêté de faire semblant d'être une république. A commencé à être un empire, et a appelé cela une restauration. La technologie est importante ici. Le radar à pénétration de sol envoie des impulsions électromagnétiques dans la Terre, mesure le temps qu'elles mettent à revenir. Différents matériaux, pierre, terre, vide, renvoient des signaux différents. L'équipe a utilisé un système GSSI CIR 400, gamme de fréquences, 400 MHz, profondeur de pénétration, jusqu'à 4 mètres à travers le béton romain et la pierre de tuf. Ils ont effectué des transects tous les demi-mètres sur l'ensemble du complexe Argentina. 16 000 mètres carrés étudiés, 3 mois de travail sur le terrain. Les données ont révélé ce que l'excavation n'a jamais pu, parce qu'on ne peut pas creuser sous la Rome moderne. Bâtiments, rues, infrastructures. Mais le radar voit à travers, et ce qu'il a montré, un corridor, un point 2 mètres de large, s'étendant vers l'est depuis la chambre principale de la curie, 30 mètres de long, se terminant par un escalier qui menait au dédale des coulisses du théâtre. Les Romains appelaient cette zone le post scaenium, où les acteurs entraient, où les accessoires ont été stockés, où 60 sénateurs pouvaient disparaître dans une foule d'ouvriers de théâtre et s'échapper sans être vus. Mais voici ce que la cartographie a également révélé. L'entrée principale de la curie, une seule porte, 3 mètres de large, peut-être 60 sénateurs à l'intérieur, et une seule entrée pour la plupart d'entre eux, ce qui signifie que César a traversé un goulot d'étranglement. Entouré de pétitionnaires, de bienfaiteurs, d'autres sénateurs, les conspirateurs n'auraient donc pas pu l'arrêter dehors sans être évident. Ils avaient besoin qu'il soit à l'intérieur, assis, immobile. L'architecture a dicté l'assassinat. Le théâtre de Pompée n'était pas seulement le lieu, c'était l'arme. Et les conspirateurs l'ont compris. Ils ont choisi le bâtiment aussi soigneusement qu'ils ont choisi la date. 15 mars 44, avant J. C. Un assassinat. 60 conspirateurs, 23 coups de poignard. Et le résultat ? 17 ans de guerre civile. La guerre civile des libérateurs,
43 à 42 avant J.C. La révolte sicilienne, 42 à 36 avant J.C. La guerre finale de la République romaine, 32 à 30 avant J.C. Elle ne se termine qu'à Actium, 31 avant J.C., quand Octave vainc Antoine et Cléopâtre, 13 ans après la mort de César. Et même alors, ce n'est pas la paix, c'est l'épuisement. Rome ne choisit pas l'Empire. Elle s'y effondre. Les chiffres racontent l'histoire. Les proscriptions de 43 avant J.C. ont tué 300 sénateurs, 15% du Sénat entier, 2000 chevaliers. La bataille de Philippe, 42 avant J.C. 40 000 victimes, combinées. Les deux camps. La bataille d'Actium, 31 avant J.C. 5 000 morts de plus en mer, des milliers d'autres dans la campagne terrestre. Ajoutez les sièges, les exécutions, les purges. Les estimations conservatrices placent le bilan des guerres civiles romaines post-césariennes à plus de 200 000 morts, militaires et civils confondus. C'est le prix pour sauver la République. 200 000 morts. Et la République est morte de toute façon. Parce que voici ce que les conspirateurs n'ont jamais calculé. La mort de César n'a pas supprimé le césarisme. Elle l'a validé, prouvé que les institutions de la République ne pouvaient ne protéger personne. Ni César, ni les conspirateurs, ni le Sénat lui-même. Octave n'a pas eu besoin de plaider pour l'autocratie. Les Ides de Mars ont plaidé pour lui. Chaque fois que quelqu'un remettait en question son autorité, il pointait ce qui s'était passé quand l'autorité était divisée. Chaos, proscription, guerre civile. La République a eu sa chance. Elle s'est assassinée jusqu'à l'insignifiance. Retour à la curie de Pompée. 15 mars, 44 avant J.C. César s'effondre au pied de la statue de Pompée. Les conspirateurs s'attendaient à la vindication. Ils ont obtenu le silence, puis la panique. Ils sont sortis par cette sortie secondaire, celle que la cartographie radar a trouvée en 2023, et sont entrés dans les coulisses du théâtre de Pompée. Ils sont sortis dans le portique, poignard levé, criant à la liberté. Et la foule s'est dispersée. Pas d'acclamation, pas de célébration, juste la peur. Parce que Rome comprenait quelque chose que les conspirateurs ne comprenaient pas. La République n'était plus un gouvernement, c'était un souvenir. Et on ne peut pas restaurer un souvenir en le poignardant dans l'existence. Actuellement, les archéologues cartographient encore le complexe du théâtre de Pompée. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali a 3 projets actifs. Radar à pénétration de sol, balayage, lidar, reconstruction photogrammétrique. Ils construisent un modèle numérique complet. Chaque pièce, chaque corridor, chaque sortie, achèvement prévu, 2026. Et quand ce sera fait, nous pourrons parcourir l'espace virtuellement. Nous tenir là où César se tenait, suivre la route d'évasion des conspirateurs, voir exactement comment l'architecture a permis l'assassinat. Le bâtiment témoignera. 2000 ans plus tard, les Ides de Mars ont tué un homme, mais l'idée des Ides, que l'assassinat résout les problèmes structurels, celle-là a tué des millions. Chaque meurtre politique depuis suit le même schéma. Supprimer le chef, supposer que le système se corrige, le voir s'effondrer à la place. Les conspirateurs pensaient défendre la République. Ils démontraient son obsolescence. Et Rome a retenu la leçon. Jamais plus elle ne ferait confiance aux institutions plutôt qu'aux individus. Jamais plus elle ne choisirait la liberté au détriment de la stabilité. La République est morte le 15 mars, l'Empire est né le même jour. Il a juste fallu à Rome 43 ans pour l'admettre. César a régné 5 ans. Auguste a régné 41 ans. L'Empire romain a duré 500 ans de plus. La République pour laquelle les conspirateurs sont morts, elle n'est jamais revenue. Pas une seule fois. Jamais. Ils ont tué César pour sauver Rome. Ils n'ont rien sauvé. Ils ont juste décidé de ce que Rome deviendrait. Et Rome est devenue exactement ce qu'ils craignaient, permanente. Autocratique. Impériale. Parce que l'alternative, le chaos après le 15 mars, était pire. Les Ides de Mars n'ont pas mis fin à la tyrannie. Elles l'ont rendue nécessaire. C'est ça la leçon. C'est ça que 2000 ans d'histoire n'arrêtent pas d'enseigner. Et personne ne l'apprend jamais.